tous, bienvenue à cette webconférence sur les enjeux de la filière équine au niveau européen. Donc, je suis Amandine Julien, je suis en charge du service des relations internationales et des questions européennes à l'IFCE et j'exerce aussi des missions de secrétariat au sein du European Horse Network, qui est en fait le réseau européen du cheval et qui a pour objectif de représenter la filière équine européenne auprès des décideurs politiques. Alors, l'objectif de cette webconférence, on va avoir trois parties différentes. Le premier point, ça va être de regarder un petit peu pourquoi l'échelon européen est important pour la filière équine, qu'est-ce qu'il s'y joue précisément. Ensuite, on fera un petit point sur le statut du cheval dans les différents textes européens, parce qu'on va voir que vraiment cette question du statut est centrale et au final, c'est peut-être l'enjeu principal pour la filière équine. Et ensuite, on fera un rapide petit point sur la révision à venir de la législation sur le bien-être qui commencera en 2023, parce qu'en fait, c'est le prochain paquet législatif qui devrait impacter la filière équine. Donc tout d'abord, pourquoi s'intéresser à l'échelon européen? Alors tout d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une primauté du droit européen sur le droit national. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut une conformité entre le droit de l'Union et le droit national. Donc si une loi nationale va à l'encontre d'un règlement européen ou d'une directive européenne, l'État membre doit ajuster sa législation par rapport au droit européen. La conséquence de tout ça, c'est qu'il y a une obligation pour les États membres de mettre en œuvre le droit européen qui est décidé à Bruxelles. Donc là, on a deux cas de figure. On a le premier cas de figure où le texte adopté est un règlement. Donc le texte est un règlement, en fait, il s'applique directement dans l'État membre. Il n'y a pas d'étape de transposition nécessaire. En général, il va juste y avoir un petit délai entre l'adoption définitive du texte et l'application et le délai d'entrée en vigueur en fait dans les États membres pour permettre aux États de s'adapter, mais en tout cas, il n'y a pas forcément besoin de transposer le texte. Ensuite, on a un autre cas de figure. Le texte adopté est une directive, et dans ce cas, la directive doit faire l'objet d'une transposition dans le droit national. Donc en fait, la directive va fixer une obligation de résultat et l'État membre va modifier ou proposer des textes nationaux qui vont lui permettre de décliner les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs fixés au niveau européen. Ensuite, autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a énormément de politiques européennes, de textes législatifs qui ont un impact direct sur la filière équine. Donc là, je vous ai mis tout un tas de sujets qui sont concernés. Donc santé animale, alors ce qu'on appelle les textes santé animale européens au niveau européen, c'est tout ce qui est identification, enregistrement des équidés, règles sanitaires pour les mouvements des équidés, etc. On a aussi les questions de TVA, la politique agricole commune, le transport des animaux vivants. Donc vraiment tout ça, c'est des textes qui sont clés pour la filière. On reviendra un peu dessus par la suite dans la partie sur le statut du cheval. Je vous ai mis un petit point avec un petit warning là pour dire attention, parce que même si l'échelon européen est très important, il faut quand même avoir en tête que l'Union européenne n'est pas responsable de tous les maux. Parce que assez régulièrement, on a tendance à dire que les règles sont définies par Bruxelles et qu'ensuite on ne peut rien faire au niveau national. Ce n'est pas toujours vrai. En général, les règles qu'on voit appliquées sur le terrain in fine sont des règles nationales qui sont venues se superposer à des règles européennes. Alors, il y a quand même tout un tas de dispositions qui sont fixées directement à Bruxelles, par exemple sur la politique agricole de ces textes. Et donc, en fait, à chaque fois, sur chaque texte, il faut venir identifier l'échelon qui est pertinent et qui est compétent. Donc là, je vous ai juste mis une petite illustration pour voir un peu ce fonctionnement en entonnoir. Donc en général, on a la directive ou le règlement européen qui va poser surtout des dispositions générales, qui va être assez large. Ensuite, on va avoir des textes nationaux qui vont permettre de décliner et de préciser ces dispositions dans le droit national. Et sur certains textes, c'est par exemple le cas sur tout ce qui est fonds structurels européens, on va avoir également un échelon régional avec les conseils régionaux qui sont autorités de gestion sur
sur certaines mesures et qui vont venir ajouter également leurs règles de mise en œuvre à ces règles européennes et nationales. On retrouve par exemple cette architecture en entonnoir au niveau de la politique agricole commune. Donc là, je vous l'ai mis. La politique agricole commune, donc la prochaine, celle qui entrera en vigueur en 2023, là, la PAC 2023-2027. Donc on a un règlement qu'on appelle le règlement UE 2021-2115, qui est relatif à l'élaboration des plans stratégiques nationaux et qui vient poser le cadre général et les types d'interventions possibles. Le plan stratégique national sur la PAC 2023-2027, c'est un document que chaque État membre doit élaborer, dans lequel l'État fait un diagnostic de son agriculture, précise en phase les mesures qu'il souhaite ouvrir et mettre en place et dans quelles conditions. Donc en fait, on a un règlement général qui explique de façon générale comment doivent être construits ces plans stratégiques nationaux, et ensuite chaque État membre a pour mission de le rédiger. Donc le PSN France qui a été validé par la Commission européenne vient préciser le cadre de mise en œuvre et définit en fait les principes d'intervention pour chaque type, pour chaque dispositif qui est ouvert. Et sur la PAC, on a effectivement le volet régional les volets régionaux du PSN, puisque certaines mesures qui relèvent du second pilier de la PAC, donc du développement rural, sont gérées par les conseils régionaux. Et dans ce cas-là, les conseils régionaux sont libres de déterminer, par exemple, les critères d'éligibilité à certaines mesures. Donc ensuite, pourquoi est-ce qu'il faut être vigilant à ce qui se passe au niveau européen? Pourquoi est-ce que la filière équine doit faire un travail de veille et d'expertise au niveau européen? Ça vient déjà du fait de la place de la filière équine dans l'écosystème européen. Il faut garder en tête que la filière équine est une petite filière en termes d'effectifs et que c'est aussi une filière très complexe et pas toujours lisible par des décideurs publics. Ça vient notamment du fait qu'il y a toute une multitude d'activités qui composent cette filière. Et donc en fait, c'est une filière qui est souvent peu et mal prise en compte dans les politiques publiques européennes. Donc ça demande d'être particulièrement attentif à tous les textes qui sont proposés. Ensuite, on a souvent des textes interespèces, c'est-à-dire qu'en général, on n'a pas de on a très peu de textes européens qui sont spécifiques pour les équidés. En général, on a un règlement ou une directive qui va traiter de façon générale les animaux d'élevage et dans lequel on peut avoir des dispositions spécifiques pour les équidés ou pas. C'est-à-dire qu'on va devoir se caler sur des dispositions qui ont été pensées pour tous les autres animaux agricoles. Et ça ne colle pas toujours avec les réalités de la filière. Donc ça nécessite aussi de faire particulièrement attention. Ensuite, on va revenir dessus dans la deuxième partie, mais il y a la question du statut du cheval, qui est particulièrement ambigu au niveau européen, puisqu'on n'a pas un statut du cheval qui est clair. On a un positionnement qui est variable suivant les textes qui sont proposés. Et puis ensuite, la veille est particulièrement importante parce qu'elle permet d'anticiper les changements structurels. C'est-à-dire que très souvent, les sujets qui sont débattus à Bruxelles sont repris quelques années plus tard au niveau national. Si je dois prendre quelques exemples, les questions de développement durable et d'environnement ont été très largement débattues à Bruxelles avant de prendre l'ampleur qu'on leur connaît au niveau national. Pareil, sur les questions de bien-être animal, c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur depuis 4-5 ans au niveau national, mais c'est des débats qui ont déjà commencé depuis une dizaine d'années à Bruxelles. Donc ensuite, pour entrer un petit peu dans le détail du statut du cheval au niveau européen, en fait, la question, c'est de se demander si, dans la législation européenne, le cheval est un animal agricole ou un animal de compagnie. Et en fait, la réponse n'est pas simple, puisque on peut considérer que la législation européenne a plutôt fait le choix du pragmatisme. C'est-à-dire qu'on a un statut qui est variable suivant les textes, et souvent on a un cheval qui est intégré dans des dispositions générales pour les animaux agricoles avec des dérogations qui sont mises en place. Par exemple, si on prend la directive sur la protection des animaux d'élevage, donc qui est la directive 98/58/CE, eh bien, les chevaux sont exclus du champ d'application de cette directive. Donc en fait, dès l'article 1 ou 2, je ne sais plus,
il est écrit dans la directive que les animaux destinés à participer à des compétitions, à des expositions ou à des manifestations ou activités culturelles ou sportives sont exclus du champ d'application du texte. Donc en fait, si on prend cette définition, seuls sont concernés les chevaux destinés à l'abattage et sont exclus à peu près tous les chevaux de selle. Pourtant, ce n'est pas non plus un animal de compagnie. Par exemple, il est exclu de la convention du Conseil de l'Europe du 13 novembre 1987 sur les animaux de compagnie. Là aussi, dès l'article 2, il est écrit que les chevaux de selle ne sont pas concernés par cette convention. De façon générale, on peut considérer qu'il est un animal agricole puisqu'il est reconnu comme produit agricole par le TFUE, donc le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est un des traités fondateurs de l'Union, puisqu'en fait l'annexe 1 de ce traité désigne les productions considérées comme produits agricoles et pouvant donc émerger à la politique agricole commune. Et dedans, on a les animaux vivants. Donc de fait, cela inclut les équidés. De la même façon, on retrouve le cheval et de façon plus générale les équidés dans les règlements zootechniques et santé animale, qui sont des règlements multi-espèces pour toutes les productions agricoles. Donc dans ces textes-là, ils sont intégrés comme produits agricoles. Pour ce qui est des médicaments vétérinaires, là, c'est un peu plus compliqué puisque ça dépend, là encore, du statut du cheval. C'est-à-dire que si un cheval est destiné à entrer dans la chaîne alimentaire, il y a tout un tas de médicaments vétérinaires qui vont être interdits. Et le fait d'administrer certains médicaments vétérinaires va exclure temporairement ou définitivement le cheval de la consommation humaine. Donc en fait, on voit que la commission essaie de penser les chevaux entre chevaux destinés à l'abattage et plutôt chevaux de sport et chevaux de loisirs, même si la définition est assez imparfaite. Ensuite, sur les textes qui sont les textes, par exemple le texte sur le transport des animaux vivants, on note que le cheval, en général, fait l'objet de dispositions particulières. Il est inscrit dans le texte qui concerne toutes les espèces agricoles et on a des dérogations qui sont mises en place, par exemple des dérogations au temps de transport. Par contre, et ça c'est important de le noter, en 2018, le cheval a été exclu du règlement sur l'élaboration des statistiques agricoles. On a un règlement qui indique les animaux à recenser de façon obligatoire pour élaborer ces statistiques agricoles. C'est sur la base de ce règlement que sont faits les recensements agricoles nationaux. Et en fait, on a retiré le cheval des espèces à recenser obligatoirement. Alors en France, il a été choisi de le conserver, mais au niveau européen, ça deviendra difficile d'avoir des chiffres, par exemple des estimations sur le cheptel équin. Alors juste, pardon, je suis allée un peu vite. Avant de passer à la révision de la législation sur le bien-être, on voit que ce statut du cheval est très compliqué et pour apporter encore plus de complexité, en fait, un même équidé peut être concerné par plusieurs statuts au cours de sa vie. Par exemple, sur le transport, prenons le cas d'un cheval de course qui serait transporté pour participer à des courses ou à des entraînements. Il serait considéré comme équidé enregistré avec tout un tas de dérogations sur, par exemple, les temps de transport. Et après sa carrière sportive, par exemple, si le cheval part à l'abattoir, eh bien, il va rentrer dans une autre catégorie et il sera transporté avec des règles différentes de celles qui lui étaient appliquées lorsqu'il était cheval de course. Donc ensuite, la révision de la législation sur le bien-être. Donc c'est une révision qui va commencer dès 2023. Donc juste pour faire un rappel sur ce qu'est la législation actuelle sur le bien-être animal, au niveau européen, le bien-être est traité via 3 textes. Un texte sur le transport, un texte sur la mise à mort et un texte sur les conditions d'élevage des animaux de ferme. Ensuite, il y a des textes par espèce, mais le cheval n'est pas traité. Donc ça ne va pas nous concerner. Et comme je l'ai dit dans la partie précédente, pour l'instant, le cheval est exclu du champ d'application de la directive 98/58/CE, donc sur les conditions d'élevage des animaux de ferme. Donc l'enjeu sur la révision de cette législation sur le bien-être,
ça va être de tenir compte de toutes les spécificités des équidés, puisqu'on a des textes généraux qui concernent toutes les espèces agricoles. Par exemple, sur le transport, on sait que ça va être un point de vigilance important pour la filière équine, puisqu'il y a tout un tas de rapports qui ont été publiés par les députés européens, par l'EFSA, qui est l'Agence européenne sur la sécurité alimentaire, et qui laissent pressentir qu'il va y avoir des débats clés, par exemple autour de la limitation des temps de trajet, autour de l'interdiction de transporter des animaux non sevrés ou des animaux vulnérables, autour aussi de tout ce qui est température maximale et minimale pour pouvoir transporter les animaux, sur la question du transport vers les pays tiers. Là-dessus, il y a tout un tas de débats qui ont lieu au niveau européen. Par exemple, pour vous donner un exemple, l'Agence européenne de sécurité alimentaire, l'EFSA, a mis dans ses recommandations le fait que il faudrait ne plus pouvoir transporter les équidés lorsque la température atteint 25 degrés à l'intérieur du camion. Alors même si ce texte s'applique exclusivement aux transporteurs professionnels et pas aux transporteurs amateurs, on voit assez rapidement la limitation avec par exemple toute la saison de concours qui a lieu au printemps et à l'été, qui pourrait être fortement impactée par une telle disposition. Donc en fait, sur ce texte transport, va vraiment y avoir des questions clés sur lesquelles il va falloir porter une attention particulière. Sur l'abattage, pour l'instant, il n'y a pas de grosses modifications qui sont attendues. La Commission européenne a déjà indiqué que le texte serait modifié à la marge. Donc on n'a pas pour l'instant d'inquiétude particulière sur ce texte. Et ce qui pourrait être très novateur, ce serait le fait d'inclure le cheval dans un texte sur les conditions d'élevage des animaux de ferme. Donc pour l'instant, ce que la Commission prévoit de faire, c'est un texte destiné non plus aux animaux de ferme, mais aux animaux commercialisés. Donc voilà, à voir comment ce sera défini dans le règlement proposé par la Commission européenne, et ensuite d'avoir des règlements d'exécution ou des règlements délégués par espèce. Et on sait que l'EFSA doit rendre un avis sur les équidés, ce qui nous laisse penser qu'il pourrait y avoir un texte spécifique pour les équidés à l'avenir. Alors si cela a lieu, ce ne sera pas avant 2027, puisqu'on n'attend pas l'avis de l'EFSA avant cette année-là. Donc ça laisse quand même un peu de temps pour réagir, mais ce serait vraiment un gros changement par rapport à l'état actuel de la législation où le cheval n'est pas concerné par cette directive sur les conditions d'élevage. Donc en fait, pour conclure un petit peu sur ce qu'on vient de voir, l'échelon européen est vraiment un échelon stratégique. Donc l'enjeu principal, déjà pour la filière, c'est d'être présent au niveau européen et dans les instances de décision, puisque ça permet de pouvoir faire comprendre aux décideurs quelles sont les réalités de la filière. Donc vraiment, cette structuration de la filière au niveau européen est importante. Ensuite, on a la question du statut du cheval qui est essentielle parce que il faut arriver à maintenir ce statut agricole du cheval au niveau européen, tout simplement parce que ça conditionne l'accès à de nombreux dispositifs, par exemple la politique agricole commune, mais aussi l'accès au foncier, et qu'on a de plus en plus de débats sur ce statut du cheval. Au niveau européen, on a une montée croissante de l'influence des courants animalistes et des associations de protection animale. Donc, un des risques identifiés, ça pourrait être de faire passer le cheval dans la catégorie des animaux de compagnie, ce qui serait forcément lourd de conséquences, puisque comme on l'a vu, le droit européen doit ensuite s'appliquer au niveau national. Donc ça nous ferait revoir complètement le statut du cheval au niveau français qui lui est très clair, puisque le cheval est un animal agricole dans le code rural. Et enfin, donc vraiment cette question du statut, c'est l'enjeu clé et il se décline dans tous les textes au niveau européen. Et ensuite, on aura l'enjeu autour de la révision de la législation bien-être, puisque c'est le prochain gros travail européen qui aura lieu et qui va concerner la filière équine. Et donc là-dessus, on aura plusieurs points de vigilance sur des textes qui sont quand même assez impactants, puisqu'on parle à la fois des conditions d'élevage et donc probablement des questions de détention des équidés, mais aussi des conditions de transport. Et le transport est quand même un élément clé et indispensable pour pouvoir maintenir des activités équines
dynamique et sur le territoire. Donc ensuite, pour aller plus loin, je vous ai juste mis le lien vers la note Europe de l'IFCE qui est publiée 2 fois par an. La prochaine sera publiée à la fin de la semaine prochaine et en général, il y en a une deuxième aux alentours du mois de juin, juillet, avant les vacances d'été. Et ensuite, on envoie aussi des infos Europe qui peuvent permettre de faire un point sur un sujet d'actualité. Et ensuite, je vous ai mis les liens vers les tables rondes qui ont eu lieu en avril dernier, puisqu'il y a eu une conférence dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Donc cette conférence était intitulée Le cheval, un atout pour le monde d'après en France et en Europe. Et donc il y a tout un tas de sujets qui ont été traités dans le cadre des différentes tables rondes, par exemple les enjeux agricoles, les enjeux sociétaux et aussi les enjeux culturels. Donc voilà, si vous voulez aller visionner cette conférence, vous avez les liens ici. Du coup, pour les